Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode des lanceurs. Aujourd'hui nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à la partager et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. De tout temps, l'homme a voulu franchir les limites. Traversant les montagnes, défiant les déserts, franchissant mers et océans, puis s'envolant dans les cieux. La nouvelle limite, l'espace. Découvrons ensemble les outils qui nous ont permis de dépasser cette frontière. Lors du précédent épisode, nous nous étions arrêtés en 1644, à l'invention du lanceur réutilisable chinois. On va faire un saut de quelques siècles pour se retrouver en 1873, il n'y a pas eu d'évolution majeure entre temps. Le général-major Casimir Erasme Coquilla publie un ouvrage intitulé « Trajectoire des fusées volantes dans le vide ». Cet article contient la formule mathématique de la propulsion par fusée qui détermine les performances de son fonctionnement dans le vide. C'est la première fois que ce sujet est évoqué. Les équations de Coquilla sont simplifiées, elles tiennent même pas compte par exemple de la gravité, mais ça reste quand même une avancée majeure dans le domaine. Plus tard, l'invention théorique de la fusée spatiale par le russe Konstantin Tsiolkovsky, désolé si je prononce mal, publie ses travaux en 1903, l'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction. Il y étudie les carburants, la stabilisation, le guidage de la trajectoire, le refroidissement de la chambre de combustion, le principe de découplage des fusées en étages séparables, le calcul des vitesses atteintes pour se libérer de la pesanteur terrestre, etc. etc. Il faut savoir que tous ces travaux, aujourd'hui, sont toujours d'actualité. Le 1er novembre 1923, l'ingénieur et physicien américain Robert Hutchins Goddard fait fonctionner la première chambre à combustion liquide. C'est le premier remplacement des combustibles à poudre. D'ailleurs, petite parenthèse, Goddard, c'est la fusée sonde dont je vous ai parlé la dernière fois, où je m'étais planté, où en fait c'est lui qui était mis à côté d'un V2. 7 ans plus tard, en 1930, le physicien allemand Hermann Oberth teste avec succès le premier moteur à combustible liquide, oxygène liquide et gaz. Le 19 avril 1932, l'ingénieur physicien américain Robert Hutchins Goddard, encore lui, fait voler avec succès la première fusée stabilisée par gyroscope et volet. En 1935, Hermann Oberth réussit le premier lancement au monde d'une roquette à combustion liquide. En 1942, Wernher von Braun lance la première fusée militaire. L'Allemagne développe et fabrique des bombes volantes à réaction V1. Le V1, qui est le précurseur des missiles de croisière modernes, est développé dans une base secrète située à environ 230 km de Berlin sur les rives de la mer Baltique. C'est un centre gigantesque qui a été construit en 1936. Il y a énormément de laboratoires, un immense centre de production et plein de pas de tir. À ses côtés, une ville a été construite pour que les ingénieurs, le personnel et leurs familles puissent loger. Sous la direction de Walter Dornberger et Wernher von Braun, il emploie plus de 12 000 personnes à l'intérieur. Il est le plus moderne de la planète au début de la Seconde Guerre mondiale. Le premier prototype de la V1 prend l'air le 23 décembre 1942, à partir d'un bombardier FW-200 pour des essais en vol plané. Il est muni de courtes ailes avec sur son dos un pulsoréacteur. Tout le concept est pensé pour être le moins coûteux possible et le plus simple possible. Il sera appelé le FI-103. Le premier vol est effectué le lendemain avec le lancement à partir d'une rampe. L'engin parcourt alors une distance d'à peu près 3 km, ce qui est bien évidemment pas suffisant pour une arme de guerre, pour être utilisé comme il voulait l'utiliser. Il faut dire que l'engin est vraiment au point seulement qu'en 1943. Voilà, donc ça a pris pas mal de temps. 65 engins ont été lancés avant qu'ils soient considérés comme efficaces et opérationnels. Il parcourt à ce moment-là des distances de 234 km. La première bombe volante tombe sur Swatcombe
près de Gravesend, situé sur la Tamise à l'est de Londres, le 13 juin 1944 à 4h18 du matin. La première bombe tombe dans un champ et creuse un cratère d'environ 5 mètres de diamètre sous une profondeur de 0,9 mètres. On va être honnête, c'est pas mal. Alors petit aparté pour saluer le travail remarquable d'un résistant, Michael Hollard, qui va localiser 104 rampes de lancement et va donner donc les coordonnées à l'aviation britannique qui va pouvoir détruire celles-ci une à une et annihiler ainsi toute la menace des attaques V1. Les attaques contre l'Angleterre cessent le 1er septembre 1944. Alors maintenant approfondissons un peu. Longue de presque 8 mètres avec une charge de 830 kg d'explosifs, le moteur utilisé est un pulsoréacteur attaché au corps par 2 mâts. Le fuselage contient la charge explosive, le carburant, une centrale à inertie pour le guidage. Le tout est muni de petites ailes et d'un empennage de stabilisateur assurant une gouverne de profondeur. Une gouverne de lacet est placée donc sur l'axe de fixation à l'arrière du réacteur. Pour tout ce qui est précision sur ce que c'est qu'un empennage, une gouverne de profondeur, je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui va s'afficher là. Et je vous mettrai le lien aussi dans la description, j'avais fait des épisodes spécialement sur l'aviation qui vous expliqueront ça beaucoup mieux. L'engin peut être catapulté sur une rampe après l'allumage du pulsoréacteur à l'aide d'un brûleur ou largué depuis un avion porteur. Alors, la fusée quitte sa rampe à environ 250 km/h mais n'atteint pas sa pleine vitesse de 650 km/h qu'après que son piston de lancement se soit décroché de sous son ventre. Donc ce qui arrive, rarement tout de même, mais ça arrive, c'est que le piston se décroche pas et que la fusée chute donc du coup au bout de 500 mètres de vol quoi. Quoi qu'il en soit, une fois que la bombe est partie, elle est livrée à elle-même et le point de chute est approximativement déterminé par le compteur à vis primitif qui est entraîné par une petite hélice. Une fois que le compteur kilométrique est atteint, le système sectionne le câble du gouvernail de profondeur, ce qui fait piquer immédiatement le V1. 2 explosifs légers provoquent la sortie de 2 petits aérofreins aussi en dessous de chaque côté de la gouverne de profondeur, qui donc aident encore en plus à partir en piqué. Le brusque changement d'attitude entraîne généralement l'arrêt du moteur et les populations survolées écoutaient donc avec angoisse le bruit du pulsoréacteur qui changeait de façon très caractéristique, marquant ainsi la plongée du missile vers le sol. Alors, comment fonctionne un pulsoréacteur ? Déjà, il est alimenté par de l'acétylène pour l'allumage. Le pulsoréacteur utilisé ensuite, c'est 625 litres d'essence à 75 d'octane. Dans un premier temps, l'air extérieur s'engouffre à l'intérieur des volets d'admission articulés disposés à la partie antérieure du moteur. Sous la pression de l'air comprimé, le carburant ouvre le clapet d'admission et pénètre en pulvérisation dans la chambre de combustion. Dans un second temps, le mélange est enflammé par une bougie à incandescence. Sous la pression, les gages sont projetés vers l'arrière de la tuyère. La pression à l'intérieur du réacteur redevenant alors inférieure à la pression de l'air à l'extérieur, les volets et le clapet d'admission s'ouvrent à nouveau. L'air et le carburant re-rentrent dans la chambre de combustion, ça s'enflamme automatiquement, etc., etc. Ceci sur un nouveau cycle qui se reproduira en rythme toutes les 47 secondes, mais non, en fait c'est 47 fois par seconde. En conclusion de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut voir qu'il y a une amélioration technologique à peu près tous les 100 ans, avec quelques pauses de 200 ans. On peut supposer que ces pauses de 200 ans sont dues à des améliorations technologiques nécessaires dans d'autres domaines, comme par exemple l'industrie, la métallurgie ou autre. Comble du bonheur, ça doit bientôt faire 100 ans qu'il n'y a pas eu d'avancée majeure dans le domaine de l'aérospatial. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait une nouvelle révolution d'ici peu. En tout cas, je l'espère fortement. Ceci va clôturer notre épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à commenter, ça me permet d'être bien référencé et en plus de ça, ça me permet d'avoir votre avis et d'améliorer mes vidéos en fonction. Partagez-la au maximum si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.